Le souffle de Thomas se coupa net lorsque, sous la mère lynx effondrée dans le champ, il découvrit 3 chatons nouveau-nés baignant dans leur sang. Ce moment allait non seulement déterminer leur survie, mais transformer à jamais sa compréhension du monde sauvage et de ses mystérieux habitants. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter depuis quelle partie du monde tu nous regardes. Allons-y. Le soleil printanier baignait les vastes plaines de la réserve naturelle des Hautes-Alpes, projetant une lumière dorée sur les hautes herbes, ondulant sous la brise légère. Pour le docteur Thomas Mercier, cette journée qui s'annonçait ordinaire allait bientôt basculer dans l'extraordinaire. À 34 ans, ce vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage avait déjà vécu son lot d'expériences marquantes, mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir ce matin-là, au cœur de cette nature apparemment paisible. L'appel était arrivé à l'aube. La voix urgente du garde forestier Pierre Dubois résonnait encore dans son esprit, tandis qu'il conduisait son 4x4 sur le chemin caouteux. Une femelle lynx, Thomas. Elle est immobile dans le champ nord, près du grand chêne solitaire. Quelque chose ne va pas. Elle n'a même pas réagi quand je me suis approché à 20 mètres. Thomas sentit son cœur s'accélérer. Le lynx boréal, ce fantôme des forêts françaises, était non seulement rare mais d'une méfiance légendaire. Qu'un spécimen reste immobile à l'approche d'un humain signifiait soit une blessure grave, soit il n'osait imaginer la suite. Ces magnifiques prédateurs, lentement réintroduits dans les Alpes, représentaient un trésor de biodiversité encore fragile. Le véhicule s'arrêta finalement au bout du chemin. Thomas rassembla rapidement sa trousse médicale, son fusil hypodermique et son équipement de diagnostic. L'air frais emplissait ses poumons tandis qu'il scrutait l'horizon, cherchant le fameux chêne mentionné par Pierre. Après quelques minutes de marche, il l'aperçut enfin, majestueux et solitaire, ses branches tordues se détachant sur le ciel d'un bleu limpide. C'est alors qu'il la vit. Étendue sur le flanc dans les hautes herbes, la silhouette tachetée de la femelle lynx semblait presque se fondre dans son environnement, malgré son immobilité inquiétante. Même à cette distance, Thomas pouvait voir que sa respiration était laborieuse, son flanc se soulevant par saccades irrégulières. Avec des gestes mesurés, habitué à l'approche d'animaux sauvages potentiellement dangereux, il avança pas à pas. À 10 mètres, il s'arrêta. La femelle lynx tourna légèrement la tête vers lui, ses yeux dorés reflétant non pas la férocité habituelle de ses prédateurs, mais une détresse qui serra le cœur du vétérinaire. Dans son regard, luisait une supplique silencieuse, presque humaine dans son intensité. « Je suis là pour t'aider », murmura Thomas, sachant pertinemment que ce n'étaient pas ses paroles, mais son attitude calme qui pourrait apaiser l'animal. S'accroupissant lentement, il prépara une dose de tranquillisant. La femelle lynx ne le quittait pas des yeux, mais ne montrait aucun signe d'agression ou de tentative de fuite. Ce comportement anormal confirmait la gravité de sa condition. Avec précision, Thomas visa et tira. Le dard se planta dans la cuisse de l'animal qui tressaillit à peine, trop affaibli pour réagir pleinement. Il attendit patiemment que le sédatif fasse effet, observant les signes de relaxation musculaire chez le félin. Quand il fut certain que l'animal était suffisamment endormi, il s'approcha enfin, posant délicatement sa main sur le pelage tacheté. La chaleur fiévreuse qui s'en dégageait l'inquiéta immédiatement. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, ma belle ?» murmura-t-il, commençant son examen méthodique. Le pouls était rapide, la respiration sifflante. Aucune blessure externe n'était visible, ni trace de combat avec un autre prédateur, ni signe de braconnage. Thomas palpa doucement le corps du lynx, cherchant des fractures, des tumeurs, tout indice pouvant expliquer son état. C'est lorsqu'il retourna délicatement l'animal pour examiner son ventre qu'il comprit. Son souffle se coupa net, ses yeux s'écarquillèrent sous le choc de la découverte. « Mon Dieu !» laissa-t-il échapper malgré lui.
Sous la femelle lynx, à peine visible dans les hautes herbes, 3 minuscules chatons nouveau-nés se blottissaient contre le ventre de leur mère, leurs yeux encore fermés, leur corps minuscule tremblant de froid et de faim. Mais ce n'était pas leur présence qui avait provoqué la stupéfaction du vétérinaire, c'était leur état. 2 des chatons étaient d'une pâleur alarmante, immobiles, leur respiration presque imperceptible. Le 3e, légèrement plus vigoureux, émettait de faibles miaulements désespérés. Et sous eux tous, une large flaque de sang séché témoignait d'un accouchement difficile, probablement compliqué par une hémorragie interne. Thomas comprit immédiatement la gravité de la situation. La mère lynx, dans un acte d'instinct maternel déchirant, s'était traînée jusqu'à cet endroit exposé, loin de la sécurité de sa tanière habituelle, comme un dernier recours désespéré. Elle avait peut-être senti la présence humaine dans les environs et, contre toute logique de survie normale, avait cherché de l'aide plutôt que de se cacher. Le vétérinaire sortit rapidement son téléphone satellite. « Pierre, c'est Thomas. J'ai besoin d'une évacuation d'urgence. Femelle lynx, complications postpartum, hémorragie probable. 3 chatons nouveau-nés en détresse. Prépare le centre de soins et contacte l'équipe spécialisée en néonatologie sauvage à Lyon. » Il donna les coordonnées précises de sa position avant de raccrocher. Se tournant à nouveau vers la petite famille, Thomas sentit le poids de la responsabilité peser sur ses épaules. Ces lynx n'étaient pas de simples animaux à sauver. Ils représentaient l'espoir fragile d'une espèce luttant pour sa survie dans ces montagnes, chaque naissance étant précieuse pour la biodiversité régionale. Avec une douceur infinie, il installa une perfusion intraveineuse pour la mère, administrant des fluides et des antibiotiques à large spectre. Puis, sortant de son sac des couvertures thermiques spéciales, il enveloppa délicatement chaque chaton, créant un nid artificiel qu'il plaça à proximité de la chaleur corporelle de leur mère. Le temps semblait suspendu dans ce champ baigné de soleil. Thomas surveillait constamment les signes vitaux de la mère lynx, tout en réchauffant les chatons à tour de rôle dans ses mains. Le plus faible des 3 le préoccupait particulièrement. Sa respiration était devenue si ténue qu'elle semblait s'interrompre par moments. « Accroche-toi, petit guerrier », chuchota-t-il en massant délicatement le minuscule corps pour stimuler sa circulation. « Ta mère a risqué sa vie pour vous. Ne l'abandonne pas maintenant. » Le vrombissement lointain d'un hélicoptère brisa finalement le silence de la prairie. Pierre avait mobilisé les grands moyens, comprenant l'urgence de la situation. Thomas prépara rapidement la mère et ses petits pour le transport, s'assurant que la perfusion reste en place et que les chatons demeurent au chaud. Tandis que l'hélicoptère se posait à distance raisonnable pour ne pas créer trop de perturbations, Thomas ne pouvait s'empêcher de se demander si ces 4 vies fragiles survivraient aux prochaines heures. L'image de cette mère, épuisée et mourante, qui avait défié tous ses instincts pour chercher une aide incertaine auprès des humains, resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Ce qu'il ignorait encore, c'est que cette rencontre marquerait le début d'une aventure extraordinaire qui allait non seulement changer sa vie, mais également transformer profondément la relation entre les hommes et ces félins mystérieux des forêts françaises. Car parfois, dans les moments les plus désespérés, se tissent des liens qui transcendent la barrière des espèces, révélant une vérité universelle sur la fragilité et la résilience de la vie sauvage. Alors que les pales de l'hélicoptère brassaient l'air au-dessus du champ, Thomas jeta un dernier regard vers le grand chêne solitaire, témoin silencieux de ce drame naturel. Il fit une promesse silencieuse à cette mère courageuse qu'il transportait maintenant vers une chance de survie. Ces chatons reverraient un jour ces prairies, libres et forts. Il y consacrerait toute sa détermination et son expertise. L'hélicoptère s'éleva dans le ciel printanier, emportant avec lui un précieux chargement, non pas seulement 4 félins menacés, mais un fragment vital de l'âme sauvage de ces montagnes. Une âme dont l'avenir reposait désormais entre les mains d'une équipe de passionnés,
prêts à tout pour préserver ce que la nature avait mis des millénaires à créer. Le centre de réhabilitation de la faune sauvage des Alpes n'était qu'à 15 minutes de vol, mais pour Thomas, chaque seconde semblait s'étirer à l'infini. Assis dans l'hélicoptère médical, il surveillait constamment les signes vitaux de la mère lynx tout en maintenant les 3 chatons au chaud contre son corps. Le pilote avait reçu l'ordre de voler à basse altitude pour minimiser le stress sur les animaux déjà fragilisés. « Comment vont-ils » demanda Pierre, criant pour couvrir le bruit assourdissant des rotors. Thomas secoua la tête, son visage trahissant son inquiétude. La mère est stable pour l'instant, mais elle a perdu beaucoup de sang. Quant au petit, il baissa les yeux vers les minuscules créatures tremblantes. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. Le centre se dessina enfin à l'horizon, un ensemble de bâtiments modernes, nichés à flanc de montagne, entourés de vastes enclos naturels. Construit 5 ans auparavant grâce à des fonds européens pour la protection de la biodiversité alpine, il représentait ce qui se faisait de mieux en matière de soins pour la faune sauvage en détresse. L'hélicoptère se posa sur l'hélipad, où une équipe médicale attendait déjà alertée par les communications radio. Thomas reconnut immédiatement la silhouette élancée de la docteure Claire Fontaine, vétérinaire en chef du centre et spécialiste mondial des grands félins. Son arrivée il y a 2 ans avait été un coup de maître pour le programme de réintroduction du lynx dans les Alpes françaises. « Salle d'opération 2, tout est prêt », cria-t-elle par-dessus le vacarme des rotors qui ralentissaient. « L'équipe de Lyon est en route, ils seront là dans 1 heure. » Avec une coordination parfaite, ils transférèrent la mère lynx sur un brancard spécial, tandis que Thomas gardait les chatons contre lui, enveloppés dans leur couverture thermique. La course vers le bloc opératoire se fit dans un silence concentré, chaque membre de l'équipe conscient de l'enjeu crucial de ces prochaines heures. La salle d'opération, équipée des technologies les plus avancées en médecine vétérinaire, s'anima d'une activité frénétique dès leur arrivée. Pendant que Claire et 2 assistants préparaient la mère pour une intervention d'urgence, Thomas installa les chatons dans un incubateur spécialement conçu pour les nouveau-nés sauvages. « Hémorragie interne massive », diagnostiqua Claire après un examen rapide et une échographie, probablement une rupture utérine pendant la mise bas. Il faut opérer immédiatement. Ses yeux croisèrent ceux de Thomas. « Elle est très faible, Thomas. Je ne peux rien promettre. » Il acquiesça gravement. « Fais ce que tu peux. Je m'occupe des petits. » Pendant que Claire entamait la délicate intervention sur la mère, Thomas se concentra sur les 3 chatons. Le plus vigoureux des 3, un mâle aux plages particulièrement roux, répondait bien aux soins, tétant avidement le substitut de lait maternel spécialement formulé pour les félins sauvages. La femelle, plus petite mais combative, montrait également des signes encourageants. C'était le 3e, un autre mâle qui l'inquiétait le plus. Minuscule, même pour un nouveau-né, sa respiration restait irrégulière, malgré l'oxygène supplémentaire. Thomas inséra délicatement une sonde d'alimentation, sachant que ses premières heures étaient cruciales pour sa survie. « Allez, petit guerrier », murmura-t-il en administrant goutte à goutte le précieux liquide nutritif. « Ta mère se bat pour survivre là-bas. Tu ne peux pas abandonner maintenant. » Les minutes s'étiraient en heures. Thomas alternait entre les soins aux chatons et la surveillance de l'opération de Claire. La salle d'opération était devenue un théâtre silencieux où se jouait un drame de vie et de mort, loin des regards du monde extérieur. « J'ai colmaté la rupture », annonça finalement Claire, la fatigue marquant ses traits. « Mais elle a perdu énormément de sang. Les prochaines 24 heures seront déterminantes. » Elle s'approcha de l'incubateur, examinant les 3 chatons avec un œil expert. « Ils sont nés depuis combien de temps d'après toi ?»« Pas plus de 48 heures, estima Thomas. Le cordon ombilical du plus petit est encore partiellement présent. » Claire hocha la tête, son regard s'attardant sur le plus fragile des 3. Il est bien plus petit que ses frères et sœurs. Probablement le dernier de la portée.
celui qui a déclenché les complications. « Tu penses qu'il va s'en sortir ?» demanda Thomas, incapable de masquer l'émotion dans sa voix. Claire posa une main sur son épaule. « Tu sais comme moi que dans la nature, il n'aurait aucune chance. Mais ici... » Elle sourit légèrement. « Ici, il a rencontré le docteur Thomas Mercier, et ça change considérablement la donne. » L'équipe spécialisée de Lyon arriva en début de soirée, apportant avec elle du plasma sanguin de félin et des équipements supplémentaires pour les soins néonatals. Pendant qu'ils prenaient en charge la surveillance de la mère lynx, Thomas et Claire établirent un programme de soins intensifs pour les chatons, alimentation toutes les 2 heures, surveillance constante de la température et des fonctions vitales, stimulation tactile pour reproduire le léchage maternel. La nuit tomba sur le centre, mais personne ne songea à rentrer chez soi. Des lits de camp furent installés dans la salle de repos adjacente, permettant des rotations pour que quelqu'un soit toujours auprès des patients critiques. Vers 3 heures du matin, alors que Thomas s'était accordé une courte pause, l'alarme de monitoring retentit. Il se précipita dans la salle de soins pour découvrir Claire déjà penchée sur le plus petit des chatons. « Arrêt respiratoire », dit-elle simplement, ses doigts experts massant délicatement la minuscule cage thoracique. Sans un mot, Thomas prépara l'oxygène et une dose infinitésimale de stimulant cardiaque. Avec une précision née de l'expérience, il inséra l'aiguille la plus fine disponible, administrant le produit directement dans le muscle cardiaque du chaton. Les secondes s'égrenaient dans un silence insoutenable. Claire continuait le massage, son visage trahissant la concentration intense qui l'habitait. « Allez, petit », murmurait Thomas comme une litanie. « Allez, batte-toi ». Comme en réponse à sa supplique, un faible spasme agita le corps minuscule, puis un autre, et enfin le miracle, une inspiration tremblante suivie d'une autre plus assurée. Claire et Thomas échangèrent un regard où se lisait un mélange de soulagement et d'incrédulité professionnelle. Ils connaissaient tous deux les statistiques concernant la survie des nouveau-nés sauvages en détresse, et ce qu'ils venaient d'accomplir défiait toutes les probabilités. « Je crois qu'il mérite un nom », dit doucement Claire en replaçant le chaton dans l'incubateur, au moins pour nos dossiers. Thomas hésita. Nommer un animal sauvage était généralement découragé dans leur profession, créant un attachement qui pouvait compromettre l'objectif final de réintroduction dans la nature. Mais cette nuit n'avait rien d'ordinaire. « Lazare », décida-t-il finalement, « celui qui est revenu d'entre les morts. » Claire sourit, approuvant silencieusement ce choix lourd de sens. « Et les 2 autres ?» Thomas observa le mâle roux, déjà plus vigoureux que ses congénères, Rusty pour celui-ci en raison de sa couleur, puis, désignant la femelle, et Luna pour la petite, parce qu'elle est née sous la pleine lune. « Rusty, Luna et Lazare », répéta Claire. « Espérons que leur mère survive pour les voir grandir. » Comme pour répondre à cette préoccupation, Pierre passa la tête par la porte. « Bonne nouvelle. Les constantes de la mer se stabilisent. L'équipe de Lyon pense qu'elle pourrait être tirée d'affaire si rien ne se complique dans les prochaines heures. » Cette annonce insuffla un nouvel espoir dans l'équipe épuisée. Au petit matin, après une nuit de veille intensive, les 4 patients étaient toujours en vie, un exploit que même les plus optimistes n'auraient osé prédire la veille. Thomas, assis près de l'incubateur, observait les 3 chatons pelotonnés ensemble, reproduisant instinctivement la position qu'ils auraient adoptée contre le ventre de leur mère. Lazare, le plus petit, se trouvait protégé entre ses 2 frères et sœurs plus robustes. Un courant d'émotion traversa le vétérinaire. En 20 ans de carrière, il avait appris à maintenir une distance professionnelle avec ses patients, sachant que la nature suivait son cours, parfois cruel, mais nécessaire. Pourtant, face à cette famille de lynx qui avait défié tous les pronostics, quelque chose de différent s'éveillait en lui. « Je serai là jusqu'au bout », promit-il silencieusement.
jusqu'à ce que vous puissiez tous retourner là où vous appartenez dans les forêts sauvages. Ce qu'il ignorait alors, c'est que cette promesse le conduirait bien au-delà de ses obligations professionnelles, l'entraînant dans une aventure qui redéfinirait non seulement sa carrière, mais aussi sa compréhension du lien profond qui peut unir les humains et les créatures sauvages dans leur lutte commune pour la survie. Une semaine s'était écoulée depuis le sauvetage dramatique dans le champ. Thomas contemplait maintenant la mère lynx à travers la vitre de sa chambre d'isolement, observant avec satisfaction les signes évidents de guérison. Après l'opération délicate et plusieurs transfusions, la femelle avait finalement repris conscience au bout de 36 heures éprouvantes. Les vétérinaires l'avaient nommée Artémis, en référence à la déesse grecque de la chasse et protectrice des animaux sauvages. Elle a repris 5% de son poids, nota Claire en consultant le dossier médical sur sa tablette. Ses analyses sanguines montrent une nette amélioration de l'anémie. C'est remarquable, considérant l'étendue de ses blessures. Thomas acquiesça, un léger sourire éclairant son visage fatigué. Les derniers jours avaient été un marathon d'interventions, de soins intensifs et de nuits blanches. Pourtant, malgré l'épuisement, il ressentait cette satisfaction unique que seuls connaissent ceux qui arrachent des vies à une mort certaine. « Comment se comporte-t-elle avec les petits ?» demanda-t-il, sachant que la réintroduction des chatons auprès de leur mère représentait l'étape la plus délicate du processus. Claire consulta ses notes. Mieux que prévu. Après l'hésitation initiale, elle les a acceptés immédiatement. L'instinct maternel est intact. Elle marqua une pause. Sauf pour Lazare. Thomas fronça les sourcils. Elle le rejette? Pas exactement. Elle le nettoie, le protège, mais refuse obstinément de le nourrir. Comme si elle... Claire hésita avant de poursuivre. Comme si elle savait qu'il n'était pas destiné à survivre dans la nature. Cette réalité brutale, bien que familière pour des vétérinaires spécialisés dans la faune sauvage, n'en était pas moins douloureuse. Dans la nature impitoyable, les mères identifiaient souvent les petits les plus faibles et concentraient leurs ressources limitées sur ceux ayant les meilleures chances de survie. Nous continuons à le nourrir artificiellement toutes les 3 heures, poursuivit Claire. Contre toute attente, il s'accroche à la vie. Sa température s'est stabilisée et il a pris quelques grammes. Thomas observa la scène touchante derrière la vitre. Artémis, allongée sur le flanc, permettant à Rusty et Luna de téter goulûment, tandis que Lazare, légèrement à l'écart, dormait paisiblement, son minuscule corps tressautant au rythme de sa respiration. « Je vais prendre le relais pour les prochaines tétées de Lazare, décida Thomas. J'ai programmé les analyses génétiques aujourd'hui. Les prélèvements ont été envoyés au laboratoire de Grenoble. » Ces analyses représentaient bien plus qu'une simple curiosité scientifique. Chaque lynx boréal en France était précieux, leur patrimoine génétique essentiel pour assurer la diversité nécessaire à la survie à long terme de l'espèce. Avec moins de 150 individus recensés sur le territoire français, chaque naissance, chaque lignée comptait dans l'équation complexe de la conservation. Plus tard dans la journée, alors que Thomas administrait méticuleusement le lait spécial à Lazare à l'aide d'une minuscule seringue sans aiguille, le directeur du centre, François Moreau, fit son apparition. Grand, austère, avec une chevelure poivre et sel impeccablement coiffée, il incarnait davantage l'administrateur que le passionné de faune sauvage. Son arrivée créait toujours une légère tension parmi l'équipe soignante. « Docteur Mercier », commença-t-il, observant la procédure avec un détachement clinique. « Je viens de recevoir un appel du ministère de l'Écologie. Cette famille de lynx suscite beaucoup d'intérêt en haut lieu. » Thomas continua son travail délicat sans lever les yeux. « Je suppose que c'est une bonne nouvelle pour le programme de conservation. » « Potentiellement. » François ajusta ses lunettes. « Mais cela signifie aussi une pression supplémentaire sur nos épaules. Le ministre souhaite des mises à jour hebdomadaires. » Apparemment, l'histoire d'une mère lynx cherchant délibérément l'aide humaine a captivé l'imagination de certains décideurs influents.
Thomas acheva l'alimentation de Lazare, massant délicatement son ventre pour faciliter la digestion. Si cela peut débloquer des fonds supplémentaires pour le programme, je ne vois pas où est le problème. Le problème, docteur Mercier, reprit François d'un ton plus tranchant, c'est que nous ne sommes pas une attraction médiatique. Nous sommes un centre scientifique. Le battage médiatique autour de ces animaux risque de compromettre notre protocole de réintroduction. Claire, qui était entrée silencieusement dans la pièce, intervint avec diplomatie. François, personne ici ne souhaite transformer ces lynx en mascottes, mais leur histoire exceptionnelle pourrait sensibiliser le public à la cause de la protection des grands prédateurs. N'est-ce pas aussi notre mission ? Le directeur soupira, visiblement tiraillé entre considérations administratives et opportunités de communication. Très bien, mais je veux un contrôle strict sur toute information sortant de ce centre. Pas d'anthropomorphisme excessif, pas de noms mignons dans les communiqués officiels. Son regard s'attarda sur Lazare, que Thomas replaçait doucement auprès de sa mère et de ses frères et sœurs. Et soyons réalistes quant aux chances de survie du plus petit. Après son départ, un silence pesant s'installa dans la pièce. Thomas et Claire échangèrent un regard entendu. Ils connaissaient la réalité des statistiques, l'implacable logique de la sélection naturelle, mais ils partageaient aussi cette conviction que parfois, juste parfois, la science et la compassion pouvaient infléchir le cours prévisible des choses. Les résultats génétiques devraient arriver demain, dit finalement Thomas. Ils nous donneront une meilleure idée de leur lignée et de leur importance pour la diversité du programme. Le lendemain matin apporta une surprise qui allait bouleverser tous les protocoles du centre. Thomas, arrivé aux aurores pour la première tétée de Lazare, trouva Artémis dans une position inhabituelle. La mère lynx avait repositionné ses trois petits, les plaçant en arc de cercle contre son ventre, Lazare inclus. Plus étonnante encore, elle léchait méticuleusement le plus petit de la portée, stimulant sa circulation comme si elle avait décidé, contre toute logique animale, de lui accorder une chance. Incrédule, Thomas observa la scène sans intervenir, craignant de perturber ce changement miraculeux de comportement. Lorsque Claire arriva 1 heure plus tard, son expression passa de la surprise à l'émerveillement professionnel. « C'est extrêmement rare », murmura-t-elle. Généralement, une fois qu'une mère sauvage a identifié un petit comme non viable, elle ne revient pas sur sa décision. « Peut-être a-t-elle senti notre investissement », suggéra Thomas à moitié sérieux. « Ou peut-être que Lazare est plus fort que nous ne le pensions. » Comme pour confirmer cette hypothèse, le minuscule chaton se mit à téter maladroitement, sa mère l'ajustant délicatement avec sa patte pour faciliter l'accès à sa mamelle. Le spectacle était si extraordinaire que Claire en prit discrètement une vidéo à des fins de documentation scientifique. L'après-midi même, alors que ce développement inattendu redonnait espoir à toute l'équipe, le laboratoire de Grenoble transmit les résultats des analyses génétiques. Thomas les parcourut rapidement, avant de les relire plus attentivement, son expression passant de l'intérêt professionnel à la stupéfaction. « Claire, il faut que tu vois ça », appela-t-il, tendant la tablette à sa collègue. Elle parcourut les données, son visage reflétant progressivement la même surprise. « Ce n'est pas possible. Tu es sûr des échantillons ? » ?»« Absolument certain. J'ai fait les prélèvements moi-même. » Ce qu'ils découvraient dépassait leurs espérances les plus folles. Artémis n'était pas n'importe quelle femelle lynx. Son profil génétique correspondait à une lignée que l'on croyait éteinte en France depuis les années 1990. Une souche particulièrement résistante et adaptée aux conditions alpines, descendant directement des derniers lynx autochtones avant les programmes de réintroduction. Plus extraordinaire encore, les analyses révélaient que le père des chatons provenait probablement d'une lignée slovène introduite lors des premiers efforts de réintroduction. Cette combinaison génétique représentait un trésor inestimable pour la biodiversité du programme français.
Il faut prévenir François immédiatement, décida Claire. Ces résultats changent complètement la donne. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans le centre. François lui-même, d'ordinaire si réservé, ne put cacher son excitation en examinant les données. « C'est exactement ce que nous espérions depuis des années », admit-il. Une preuve que les lignées introduites se mélangent avec les souches autochtones persistantes. Ces chatons représentent l'avenir même du lynx en France. Un nouveau protocole fut immédiatement mis en place. La famille d'Artémis passa du statut de cas médical à celui de priorité absolue pour le programme de conservation. Une équipe dédiée fut constituée, dirigée conjointement par Thomas et Claire, avec des ressources considérablement augmentées. Ce soir-là, après une journée d'effervescence et de réorganisation, Thomas s'accorda un moment de calme auprès de la petite famille. Dans la pénombre de la chambre d'isolement, éclairée seulement par les moniteurs médicaux, il observait Artémis qui somnolait paisiblement, ses 3 petits blottis contre elle. « Tu savais ce que tu faisais, n'est-ce pas ?» murmura-t-il à la mère lynx qui entr'ouvrit un œil doré à son approche. « En venant chercher notre aide, tu as peut-être sauvé bien plus que ta propre famille. » L'animal le fixa avec cette intensité propre au prédateur, une intelligence ancienne et insondable brillant dans son regard. Puis, dans un geste qui semblait défier toute explication scientifique, elle étira une patte vers la vitre derrière laquelle se tenait Thomas, comme pour établir un contact fugace entre leurs 2 mondes. 1 mois s'était écoulé depuis le sauvetage d'Artémis et de ses petits. La chambre d'isolement avait été progressivement modifiée pour ressembler davantage à un habitat naturel. Branches, troncs et végétation avaient été introduits, créant un environnement plus stimulant tout en maintenant les conditions médicales optimales. Les résultats dépassaient toutes les espérances. Artémis avait retrouvé presque l'intégralité de sa masse musculaire, sa démarche souple et puissante, ne trahissant plus aucune séquelle de son épreuve. Rusty et Luna, désormais âgés d'environ 6 semaines, s'épanouissaient, leurs taches caractéristiques se précisant sur leur pelage doré, tandis qu'ils exploraient avec enthousiasme chaque recoin de leur environnement, se livrant à d'interminables parties de chasse factice. Mais c'était Lazare qui suscitait l'émerveillement de toute l'équipe. Contre tous les pronostics, le plus petit de la portée avait amorcé un rattrapage spectaculaire. Bien que toujours plus menu que son frère et sa sœur, il compensait ce désavantage par une agilité et une intelligence remarquables. Thomas l'avait souvent observé résoudre des problèmes d'accès à la nourriture avant même que ses congénères ne comprennent le défi. « C'est phénoménal », commenta Claire en consultant les courbes de croissance sur son écran. « Son poids a triplé depuis le sauvetage, et regarde ses relevés neurologiques, il dépasse les valeurs moyennes pour son âge. » Thomas acquiesça, incapable de dissimuler sa fierté. Il avait développé un attachement particulier pour ce petit rescapé qui défiait toutes les lois de la sélection naturelle. L'équipe scientifique entière suivait sa progression avec un intérêt qui dépassait le cadre strictement professionnel. Le plus étonnant, c'est son comportement avec sa mère, ajouta Thomas. Tu as remarqué comme il sollicite constamment son attention, presque comme s'il cherchait à prouver sa valeur. Claire sourit. Attention, Thomas. Tu frôles l'anthropomorphisme que François redoute tant. Je ne fais qu'observer, se défendit-il avec un sourire complice. Et les observations sont le fondement de la science, non? Leur conversation fut interrompue par l'arrivée de Camille Leclerc, la jeune biologiste récemment affectée au projet. Son enthousiasme et sa spécialisation en comportement animal en faisaient une recrue précieuse. « Excusez-moi de vous interrompre, mais je pense que vous devriez voir ça, » dit-elle, légèrement essoufflée, en leur tendant sa tablette. La vidéo capturée par les caméras de surveillance nocturne montrait une scène extraordinaire. Au milieu de la nuit, alors que Rusty et Luna dormaient profondément, Artémis s'était levée et avait délicatement saisi Lazare par la peau du cou.
Au lieu de le replacer simplement à côté des autres comme elle le faisait habituellement, elle l'avait transporté vers le tronc creux, installé au centre de l'enclos. Là, elle avait entrepris une séance d'apprentissage improvisée, démontrant patiemment au petit comment se dissimuler dans les recoins du tronc, comment observer sans être vu, comment attendre le moment opportun pour bondir. Lazare, pleinement éveillé malgré l'heure tardive, suivait chaque démonstration avec une concentration stupéfiante pour son âge. « Elle lui donne des cours particuliers », murmura Claire, incrédule. « Je n'ai jamais rien vu de tel », confirma Camille. « C'est comme si elle compensait sa fragilité physique en lui transmettant des compétences supplémentaires. Les mères lynx instruisent bien sûr leurs petits, mais généralement de façon collective et plus tardive. » Thomas observait la vidéo en silence, son esprit scientifique luttant pour intégrer cette anomalie comportementale dans les cadres théoriques existants. « Elle investit dans sa survie, » dit-il finalement. « Elle a d'abord voulu l'abandonner à la sélection naturelle, puis elle a changé d'avis et maintenant elle redouble d'efforts pour le préparer. » Cette découverte renforçait l'importance du suivi scientifique de cette famille exceptionnelle. François lui-même, informé de ces développements, autorisa l'élargissement du projet et l'installation d'équipements supplémentaires pour documenter chaque aspect de leur évolution. Le ministère de l'Écologie, enthousiasmé par les implications pour le programme de conservation, débloqua des fonds additionnels. Une équipe de tournage fut même autorisée à réaliser un documentaire sous stricte supervision scientifique pour sensibiliser le public à la cause du lynx boréal en France. 3 semaines plus tard, alors que les chatons atteignaient l'âge de 2 mois, une nouvelle étape cruciale se profilait. Le transfert vers un enclos semi-naturel plus vaste, première étape vers une éventuelle réintroduction en milieu sauvage. L'enclos, situé dans une zone isolée du centre à flanc de montagne, s'étendait sur près d'1 hectare, recréant fidèlement l'habitat naturel du lynx. Forêt mixte, affleurements rocheux, sous-bois denses et même un petit ruisseau. Des proies vivantes, principalement des lapins et des perdrix, y seraient introduites progressivement pour développer les instincts de chasse des jeunes. La veille du transfert, Thomas passa une dernière soirée à observer la famille dans leur environnement familier. Demain marquerait un tournant, moins d'interactions humaines, plus d'autonomie. C'était l'objectif ultime, bien sûr, mais il ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine mélancolie. « Tu vas leur manquer aussi », dit doucement Claire qui l'avait rejoint silencieusement. Thomas sourit, surpris par sa perspicacité. « Est-ce si évident ?»« Seulement pour quelqu'un qui te connaît depuis 10 ans, » répondit-elle. « Ne t'inquiète pas, ton secret professionnel est bien gardé. » Ils observèrent ensemble les 3 chatons qui se poursuivaient frénétiquement autour de leur mère somnolente. Rusty, dominant et téméraire, Luna, calculatrice et patiente, et Lazare, agile et observateur, chacun développant sa personnalité distinctive. « Tu sais ce qui me fascine le plus ?» dit Thomas après un moment de silence contemplatif. « C'est qu'Artémis ait délibérément cherché notre aide. Pas accidentellement, pas par hasard. Elle a fait un choix qui allait à l'encontre de tous ses instincts de survie. » Claire hocha la tête. « C'est ce qui rend cette famille si spéciale. Et c'est pourquoi leur réintroduction devra être méticuleusement planifiée. Artémis ne présente pas la méfiance habituelle envers les humains, ce qui pourrait la mettre en danger dans certaines zones. » « J'ai pensé à ça, » acquiesça Thomas. « Le massif des écrins serait idéal, suffisamment isolé, riche en proies et strictement protégé contre le braconnage. » Leur discussion fut interrompue par un bruit soudain. Lazare venait de réussir un bond spectaculaire du sol jusqu'à une branche placée à plus d'1 mètre de hauteur, un exploit remarquable pour un chaton de sa taille. Artémis, comme partageant leur appréciation, émit un ronronnement grave que les micros amplifiaient dans la salle d'observation. « Je crois qu'ils sont prêts », conclut Thomas,
avec un mélange de fierté et de résignation. Le jour du transfert se déroula avec une précision militaire. Chaque membre de l'équipe connaissait son rôle dans cette opération délicate. Thomas supervisa personnellement la sédation légère administrée à Artémis, juste assez pour assurer un transport sans stress excessif. Les chatons, trop jeunes pour nécessiter une sédation complète, furent placés dans des caisses de transport spéciales, obscurcies, mais permettant à l'air de circuler librement. Le convoi traversa le centre jusqu'à l'enclos semi-naturel, où une zone d'acclimatation avait été préparée, un espace plus restreint au sein du grand enclos, permettant une adaptation progressive au nouvel environnement. Lorsque les caisses furent ouvertes dans cette zone sécurisée, Thomas retint son souffle. C'était le moment critique. La réaction d'Artémis à ce changement radical déterminerait la suite du protocole. La mère lynx émergea avec précaution, tous ses sens en alerte. Elle inspecta méthodiquement l'espace, testant l'air, scrutant les arbres environnants, ses oreilles touffues pivotant pour capter le moindre son. Les chatons, libérés à leur tour, se pressèrent instinctivement contre elle, intimidés par ce nouvel univers. Puis, sous les yeux émerveillés de l'équipe qui observait à distance via des caméras camouflées, Artémis sembla prendre une décision. Avec une assurance tranquille, elle conduisit ses petits vers un bosquet d'épicéas, les encourageant par de doux grognements à explorer sous sa surveillance attentive. « C'est parfait », murmura Claire dans le poste d'observation, « exactement ce que nous espérions. » Dans les jours qui suivirent, la famille s'appropria progressivement son nouveau territoire. Les caméras discrètement installées documentaient leur adaptation. Artémis enseignant à ses petits l'art de se déplacer silencieusement, de repérer les cachettes stratégiques, d'identifier les odeurs des différentes proies potentielles. Une semaine après le transfert, l'équipe introduisit les premiers lapins dans l'enclos, un test crucial pour évaluer les instincts de chasse d'Artémis après sa convalescence et la capacité des chatons à apprendre par observation. Thomas, Claire et Camille étaient réunis dans la salle de contrôle, scrutant les écrans qui retransmettaient les images des différentes caméras. L'anticipation était palpable. Ce moment représentait une étape décisive dans la réhabilitation de la famille. « Mouvement près du ruisseau », signala Camille en pointant un écran où l'on distinguait Artémis, immobile comme une statue, ses yeux fixés sur quelque chose hors du champ de vision. La caméra adjacente révéla l'objet de son attention. Un lapin, s'abreuvant paisiblement, inconscient du danger qui le guettait. Les chatons, positionnés légèrement en retrait, observaient leur mère avec une concentration absolue. « Elle va leur montrer », chuchota Thomas, comme si les félins pouvaient l'entendre. La suite se déroula avec la fluidité d'une chorégraphie parfaitement exécutée. Artémis, devenue l'incarnation même de la patience prédatrice, avança imperceptiblement, chaque pas calculé pour éviter le moindre bruit. Puis, dans un éclair de fourrure tachetée, elle bondit, parcourant près de 5 mètres dans les airs, avant d'atterrir précisément sur sa cible. La mise à mort fut rapide et propre, témoignant d'une technique de chasse intacte malgré les semaines de convalescence. Mais le plus fascinant survint ensuite. Au lieu de consommer immédiatement sa proie, Artémis la rapporta vers ses petits, puis s'écarta légèrement, les invitant clairement à s'approcher. Rusty fut le premier à s'approcher de la proie, affichant la confiance qui le caractérisait. Luna suivit avec plus de prudence, tandis que Lazare observait attentivement la scène, comme s'il étudiait la technique plutôt que de se précipiter vers la récompense immédiate. Artémis supervisa patiemment leurs premières explorations, guidant leurs mouvements maladroits pour déchirer la chair encore chaude. « Incroyable », murmura Camille. « Regardez comme elle corrige spécifiquement chaque chaton selon son approche. C'est presque pédagogique. » Thomas acquiesça, captivé par la précision avec laquelle Artémis adaptait ses enseignements à la personnalité de chaque petit.
C'est ce qui fait d'elle une mère exceptionnelle. Elle ne les forme pas de façon identique. Les semaines suivantes confirmèrent amplement cette observation. Tandis que la famille s'épanouissait dans son nouvel environnement, chaque chaton développait son propre style de chasse sous la tutelle attentive d'Artémis. Rusty excellait dans les attaques frontales, sa force compensant son manque relatif de subtilité. Luna perfectionnait l'art de l'embuscade, capable d'une immobilité parfaite pendant des temps remarquablement longs pour son âge. Lazare, fidèle à sa nature atypique, élaborait des stratégies plus complexes, utilisant le terrain à son avantage et anticipant les mouvements de ses proies avec une intuition qui stupéfiait même les éthologues chevronnés de l'équipe. Il compense sa taille par l'intelligence, nota Claire un matin, alors qu'ils observaient Lazare réussir sa première capture solo, un exploit survenu plusieurs jours avant ceux de son frère et de sa sœur, pourtant physiquement plus développés. Le petit lynx avait patiemment observé le comportement d'un lapin, identifié son parcours habituel, puis déplacé stratégiquement des brindilles pour créer un léger bruit qui avait dirigé la proie exactement là où il l'attendait. Une technique que même sa mère n'avait pas démontrée. Ce n'est pas de la compensation, corrigea doucement Thomas, c'est de l'adaptation évolutive à l'état pur. Il développe des compétences différentes, pas inférieures. Cette remarque déclencha une série de discussions passionnantes au sein de l'équipe scientifique, débouchant sur une nouvelle hypothèse. Et si les individus physiologiquement désavantagés dans une espèce développaient naturellement des capacités cognitives supérieures pour survivre? Cette théorie, si elle se confirmait, pourrait avoir des implications majeures pour la compréhension de l'évolution et de la diversité génétique au sein des populations sauvages. François autorisa l'installation d'équipements supplémentaires pour tester cette hypothèse. Parcours d'obstacles complexes, dispositifs de distribution de nourriture nécessitant des manipulations spécifiques, même des miroirs pour évaluer la conscience de soi chez les félins. Un test rarement réussi hors des grands singes et des dauphins. Le projet prenait une ampleur internationale. Des chercheurs de Suisse, d'Italie et d'Allemagne, autres pays impliqués dans la réintroduction du lynx dans l'arc alpin, demandèrent à participer aux observations. Des articles préliminaires furent soumis à des revues scientifiques prestigieuses, suscitant un intérêt considérable dans la communauté de la conservation. Pourtant, au milieu de cette effervescence académique, un événement inattendu vint brutalement rappeler la fragilité de ce succès. Un matin de novembre, alors que les chatons atteignaient leur 4e mois, Thomas arriva au centre pour découvrir une agitation inhabituelle. Claire l'attendait à l'entrée, son visage trahissant une inquiétude profonde. « Ah, c'est Artémis, annonça-t-elle sans préambule. Elle a développé une forte fièvre pendant la nuit. Les caméras l'ont montrée chancelante vers 3 heures du matin. » Thomas sentit son cœur se serrer. « Les chatons? Ils vont bien, mais ils sont perturbés par l'état de leur mère. Nous avons dû intervenir pour la ramener en observation médicale. » La gravité de la situation devint évidente lorsqu'ils entrèrent dans l'unité de soins intensifs. Artémis, cette créature d'ordinaire si majestueuse, gisait sur une table d'examen, sa respiration laborieuse, son pelage terne. Des assistants s'affairaient autour d'elle, prélevant des échantillons, administrant des perfusions. « Température à 40,8 degrés C », informa l'un des vétérinaires. « Rythme cardiaque élevé, muqueuse pâle. Nous avons commencé un traitement antibiotique à large spectre en attendant les résultats sanguins. » Thomas enfila rapidement une blouse et des gants, rejoignant l'équipe médicale. Son esprit parcourait frénétiquement les possibilités. Infection secondaire liée à son opération antérieure. Parasite transmis par une proie de l'enclos. Virus latent réactivé par le stress. L'analyse sanguine, disponible quelques heures plus tard, apporta une réponse aussi claire qu'alarmante. Leptospirose, une maladie bactérienne potentiellement mortelle, probablement contractée via l'eau du ruisseau de l'enclos. « Comment est-ce possible ?» s'exclama François, convoqué d'urgence. « L'eau est testée régulièrement.
Les dernières pluies ont été exceptionnelles, expliqua Claire. Il y a eu des inondations en amont. Des rongeurs porteurs ont pu contaminer le cours d'eau récemment. La situation exigeait des décisions immédiates. Artémis fut placé sous traitement intensif, antibiotiques spécifiques, soutien rénal, contrôle de la douleur. L'enclos fut temporairement fermé, son ruisseau détourné et assaini. Restait la question cruciale des chatons, potentiellement exposés à la même contamination. Thomas coordonna personnellement leur capture et leur mise en quarantaine préventive. L'opération se déroula sans incident majeur, bien que Lazare, fidèle à sa réputation, ait nécessité 3 heures supplémentaires pour être localisé, caché dans une cavité rocheuse que personne n'avait remarquée auparavant. Les 3 jeunes lynx, séparés de leur mère pour la première fois depuis leur naissance, manifestèrent différentes réactions à cette situation traumatisante. Rusty exprimait sa détresse par une agressivité constante, Luna par un repli sur elle-même, refusant initialement toute nourriture. Lazare, étonnamment, semblait presque comprendre la situation, observant avec une attention soutenue les allées et venues du personnel médical. « Il nous étudie », remarqua Thomas un soir, alors qu'il restait tardivement pour surveiller l'état d'Artémis, comme s'il essayait de comprendre ce que nous faisons pour sa mère. Claire, qui avait également choisi de rester pour la nuit, sourit faiblement. « Attention, l'anthropomorphisme guette encore. » « Ce n'est pas de l'anthropomorphisme quand les observations sont consistantes, » répondit Thomas, plus sérieusement qu'à l'accoutumée. « Il y a quelque chose de différent chez ce lynx clair, quelque chose qui dépasse nos catégories habituelles. » Les jours suivants furent un combat acharné contre la maladie qui menaçait Artémis. Toute l'équipe se relayait jour et nuit, surveillant ses constantes, ajustant les traitements, luttant contre les complications rénales et hépatiques typiques de l'infection. Le 5e jour, alors que l'état d'Artémis demeurait critique malgré une légère amélioration de sa fonction rénale, Thomas prit une décision controversée. Contre l'avis de François et de plusieurs collègues, il autorisa une visite contrôlée des chatons auprès de leur mère. « C'est contraire à tous nos protocoles », protesta François. « Le risque de contamination. Les tests préliminaires montrent qu'ils ont déjà été exposés, mais qu'ils résistent naturellement, » interrompit Thomas. « Et le stress de la séparation pourrait compromettre cette résistance. De plus, » ajouta-t-il avec une conviction tranquille, « je crois qu'Artémis a besoin d'eux pour combattre, comme ils ont eu besoin d'elle. » L'argument, bien que partiellement intuitif, finit par convaincre l'équipe. Avec des précautions extraordinaires, combinaisons stériles pour le personnel, environnement contrôlé et durée limitée, les 3 chatons furent amenés dans une zone adjacente à la chambre médicale d'Artémis, séparée seulement par une vitre. La réaction fut immédiate et spectaculaire. Artémis, léthargique depuis des jours, redressa la tête à l'instant où elle perçut la présence de ses petits. Malgré sa faiblesse, elle émit un ronronnement grave qui résonna dans tout le laboratoire. Les chatons, d'abord désorientés par l'environnement médical, réagirent aussitôt à sa voix, pressant leur petit corps contre la vitre, émettant des miaulements plaintifs. Thomas observait la scène, ému malgré son professionnalisme. « Regardez ces constantes », murmura-t-il à Claire qui surveillait les moniteurs. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le rythme cardiaque d'Artémis se stabilisait, sa pression artérielle s'améliorait, son niveau d'oxygénation augmentait. Effet psychosomatique positif, nota cliniquement Claire. Mais son regard trahissait la même émotion que Thomas. La volonté de vivre est un facteur médical sous-estimé. La décision controversée de Thomas porta ses fruits au-delà de toutes les espérances. Dans les jours qui suivirent, l'état d'Artémis s'améliora de façon spectaculaire. Les visites quotidiennes de ses petits furent intégrées au protocole thérapeutique, chaque session semblant insuffler une nouvelle énergie à la mère convalescente. 2 semaines après le début de la crise,
Artémis fut considéré hors de danger. Les dernières analyses montraient une élimination complète de la bactérie et une récupération progressive des fonctions rénales et hépatiques. Les chatons, testés régulièrement, ne développèrent jamais la maladie, confirmant l'hypothèse d'une résistance naturelle, un autre élément précieux pour la recherche sur cette lignée génétique exceptionnelle. « Tu avais raison », admit François lors d'une réunion d'équipe, son habituelle réserve adoucie par le soulagement. Le lien entre eux était effectivement un facteur thérapeutique. Nous devrons l'inclure dans nos protocoles futurs. Thomas accepta ce rare compliment avec modestie, mais son attention était déjà tournée vers l'étape suivante, la réunification de la famille dans un nouvel enclos, spécialement conçu pour éliminer les risques sanitaires identifiés. Cette épreuve avait néanmoins provoqué un retard significatif dans le programme de réhabilitation. Les chatons, désormais âgés de 5 mois, entraient dans une phase cruciale de leur développement, celle où les jeunes lynx commencent normalement à s'éloigner progressivement de leur mère pour développer leur indépendance. Nous devons accélérer leur exposition aux compétences de survie, expliqua Thomas lors de la présentation du nouveau protocole. L'hiver approche, et nous avions prévu leur transfert dans la zone de prélibération au printemps. Ce calendrier reste essentiel pour maximiser leurs chances en milieu naturel. Le nouvel enclos, 3 fois plus vaste que le précédent, fut divisé en zones distinctes reproduisant différents habitats alpins, forêts denses, zones rocheuses, prairies et un petit bassin alimenté par un système hydraulique fermé et sécurisé. Chaque zone était équipée de caméras sophistiquées et de capteurs permettant de suivre les mouvements de la famille avec une précision inédite. La réunification d'Artémis avec ses petits dans ce nouvel environnement donna lieu à des scènes touchantes que même les scientifiques les plus rigoureux ne purent observer sans émotion. Les retrouvailles furent marquées par un concert de ronronnements, de frottements de tête et de jeux d'une intensité inhabituelle, comme si la famille célébrait consciemment sa reconstitution après l'épreuve, mais ce qui suivit dépassa toutes les attentes des chercheurs. Comme consciente du temps perdu, Artémis intensifia radicalement l'éducation de ses petits. Les sessions de chasse devinrent plus fréquentes et plus exigeantes. Elle commença à dissimuler des proies dans des endroits de plus en plus complexes, forçant ses chatons à développer rapidement leur capacité de pistage. « C'est fascinant », commenta Camille en analysant les données comportementales. Elle compense exactement le retard provoqué par sa maladie, comme si elle suivait un programme éducatif interne avec des jalons précis à atteindre. La spécialisation de chaque chaton s'accentua pendant cette période. Rusty, toujours plus massif, perfectionnait sa technique d'attaque frontale, devenant capable d'abattre des proies nettement plus grandes que lui. Luna développait une patience extraordinaire, capable de rester à l'affût pendant des heures, son pelage se confondant parfaitement avec le sous-bois. Quant à Lazare, son approche continuait de fasciner l'équipe entière. Alors que ses frères et sœurs suivaient des schémas de chasse relativement classiques pour leur espèce, il élaborait des stratégies qui semblaient presque planifiées. Un jour, les caméras le captèrent en train de pousser délibérément des cailloux dans l'eau pour créer une sorte de barrage rudimentaire, obligeant les poissons introduits dans le bassin à se diriger vers un point précis où ils les attendaient. « C'est du niveau cognitif d'un chimpanzé », s'exclama Claire, incrédule face aux images. Utiliser un outil pour modifier l'environnement afin de faciliter la chasse, c'est sans précédent chez les lynx. Thomas, bien que tout aussi impressionné, se montrait plus prudent dans ses conclusions. Nous devons être certains que ce n'est pas un comportement accidentel avant de publier quoi que ce soit. Programmons une série de tests contrôlés. Ces tests, méticuleusement conçus pour distinguer le comportement appris de l'innovation véritable, confirmèrent les capacités exceptionnelles de Lazare. Le jeune lynx démontrait non seulement une aptitude à résoudre des problèmes complexes, mais aussi une capacité à généraliser des solutions, les appliquant à de nouvelles situations
sans phase d'apprentissage. L'hiver s'installa sur les Alpes, transformant l'enclos en paysage féerique sous un épais manteau neigeux. Cette nouvelle saison apporta son lot de défis et d'enseignements. Artémis montra à ses petits comment détecter les proies sous la neige, comment préserver leur énergie par temps froid, comment utiliser les congères pour se déplacer silencieusement. C'est durant cette période qu'un autre aspect inattendu du comportement familial émergea. Alors que les chatons approchaient de leurs 7 mois, âge où la distanciation avec la mère s'accentue généralement chez les lynx sauvages, les 3 jeunes développèrent un niveau de coopération inhabituel entre eux. Les caméras nocturnes capturèrent plusieurs séquences de chasse coordonnées. Rusty pourchassant un lièvre vers une zone où Luna se tenait embusquée, ou Lazare signalant silencieusement la présence d'une proie à son frère et sa sœur par un mouvement spécifique de sa queue. C'est exceptionnel, confirma un expert en comportement félin invité spécialement de l'université d'Oslo. Les lynx sont habituellement des chasseurs solitaires. Cette coordination rappelle davantage les lions ou les loups que les félins forestiers. Thomas, analysant ses comportements avec Claire et Camille, développa une hypothèse audacieuse. Je crois que c'est une adaptation directe à la fragilité initiale de Lazare. Ils ont appris très tôt que la coopération augmentait les chances de survie du plus vulnérable, et maintenant ils appliquent cette stratégie à la chasse. Cette théorie, si elle se confirmait, pourrait révolutionner la compréhension de l'évolution des comportements sociaux chez les prédateurs généralement solitaires, suggérant que la protection d'un membre vulnérable pouvait constituer une voie alternative vers la coopération. L'équipe décida d'approfondir cette piste en introduisant dans l'enclos des proies plus imposantes, notamment quelques jeunes cerfs, pour observer si cette coopération se maintendrait face à des défis plus ambitieux. Le résultat dépassa leurs attentes les plus folles. Non seulement les 3 jeunes lynx coordonnèrent parfaitement leur approche, mais ils démontrèrent une division des rôles stupéfiante. Rusty harcelant frontalement le cerf pour le distraire, Luna se positionnant en embuscade sur son chemin de fuite probable, et Lazare, dans un rôle inattendu, grimpant silencieusement dans un arbre surplombant la scène pour bondir au moment critique. « C'est une stratégie de meute », murmura François, habituellement si mesuré dans ses réactions. Ils chassent comme des loups, mais avec l'agilité des félins. Ces observations, combinées aux données sur les capacités cognitives exceptionnelles de Lazare, ouvraient des perspectives fascinantes pour la recherche. Plusieurs universités proposèrent des partenariats et un financement spécial fut accordé par l'Union européenne pour poursuivre l'étude à long terme de cette famille hors du commun. Au milieu de cette effervescence scientifique, Thomas restait toutefois concentré sur l'objectif fondamental, préparer ces lynx à une vie totalement sauvage. Malgré leurs caractéristiques exceptionnelles, ou peut-être à cause d'elles, il était crucial qu'ils puissent un jour contribuer directement au renforcement de la population sauvage. Avec l'arrivée du printemps, alors que les chatons atteignaient leurs 9 mois, l'équipe commença à préparer la phase finale de leur réhabilitation. Un immense enclos de prélibération fut aménagé dans une zone isolée du parc national des Écrins, plus de 10 hectares de wilderness pur, sans intervention humaine autre que la surveillance discrète par caméra et capteurs à distance. La veille du transfert vers ce dernier stade avant la liberté complète, Thomas passa une soirée entière à observer la famille depuis le poste de contrôle. Artémis, majestueuse dans son pelage d'été plus clair, surveillait ces 3 jeunes désormais presque aussi grands qu'elle, mais portant encore les marques distinctives de l'adolescence dans leurs proportions légèrement dégingandées. « Ils sont prêts », dit doucement Claire, qui l'avait rejoint silencieusement. Thomas hocha la tête, partagé entre la fierté professionnelle et une mélancolie qu'il n'aurait jamais admise devant ses collègues. Ils sont plus que prêts. Ils vont révolutionner la dynamique de la population locale. Ce qu'il ne dit pas, ce qu'il gardait précieusement comme une conviction personnelle, c'était sa certitude que ces 3 jeunes lynx
et particulièrement Lazare, allaient non seulement survivre, mais prospérer d'une façon qui défierait toutes les prédictions. Le transfert vers l'enclos de prélibération se déroula aux premières lueurs de l'aube, moment où l'activité naturelle des lynx est à son plus bas. L'opération, minutieusement planifiée, mobilisa une équipe réduite pour minimiser le stress des animaux. Thomas insista pour superviser personnellement chaque étape, depuis la légère sédation jusqu'au transport en véhicule spécialisé. Le site choisi, niché au cœur du parc national des Écrins, offrait un paysage à couper le souffle. Vallées profondes, forêts anciennes de mélèzes et d'épicéas, falaises escarpées et prairies alpines parsemées de fleurs printanières. Une mosaïque d'habitats idéal pour des lynx en phase finale de réhabilitation. « C'est magnifique », murmura Camille, alors que leur convoi serpentait sur la route étroite menant au site. On comprend pourquoi les premiers lynx autochtones ont prospéré ici pendant des millénaires. Thomas acquiesça silencieusement, son esprit déjà focalisé sur les défis qui les attendaient. L'enclos de prélibération, bien que vastement plus grand que les précédents, représentait une transition délicate. Contrairement aux installations du centre, ici l'intervention humaine serait minimale, limitée à l'observation à distance et à l'approvisionnement occasionnel en proie pendant la phase initiale seulement. L'équipe atteignit finalement la clairière qui servait de poste avancé. Un bâtiment discret, parfaitement intégré au paysage, abritait le centre de contrôle et les équipements scientifiques. Des caméras à déclenchement automatique et des capteurs de mouvement avaient été stratégiquement disposés dans tout l'enclos, transmettant leurs données en temps réel à ce centre névralgique. Les caisses de transport furent délicatement déchargées et placées à l'entrée d'une zone spécialement aménagée, un petit sas d'acclimatation, où la famille passerait ses premières 48 heures avant d'accéder à l'enclos principal. Thomas vérifia une dernière fois les signes vitaux de chaque félin encore sous légère sédation. « Ils sont parfaits », confirma-t-il à Claire. « Commençons le réveil contrôlé. » L'équipe se retira alors vers le poste d'observation, laissant la famille reprendre conscience dans un environnement calme. Sur les écrans de contrôle, ils purent suivre le réveil progressif d'Artémis, puis celui des jeunes. Comme anticipé, la mère fut la première à explorer prudemment leur nouvel environnement, testant chaque odeur, chaque son, avant d'encourager ses petits à la suivre. « Regardez Lazare », pointa Camille. Il analyse systématiquement chaque élément du périmètre. En effet, tandis que Rusty et Luna suivaient un comportement d'exploration plus classique, Lazare semblait cartographier mentalement l'espace, s'arrêtant régulièrement pour observer les angles morts, tester la solidité des branches, même examiner brièvement les caméras camouflées avec une curiosité déconcertante. « Il sait que nous les observons », suggéra un technicien, mi-plaisantant. Thomas ne sourit pas. L'intelligence manifestée par ce jeune lynx continuait de le fasciner et parfois de l'inquiéter. Une créature sauvage trop intelligente pouvait-elle vraiment réintégrer pleinement son rôle écologique naturel? Après la période d'acclimatation, les portes du sas furent ouvertes automatiquement, donnant accès à l'enclos principal. La famille s'y aventura avec une prudence calculée, Artémis en éclaireur, les jeunes en formation triangulaire derrière elle. Leur coordination, maintenant évidente pour tous les observateurs, témoignait d'une communication silencieuse perfectionnée au fil des mois. Les premières semaines dans ce nouvel environnement confirmèrent les espoirs de l'équipe scientifique. La famille s'adapta remarquablement vite, établissant un territoire au sein de l'enclos, identifiant les meilleurs points d'eau et zones de chasse. Les proies introduites, principalement des cervidés et des lagomorphes, suffirent initialement à leurs besoins, mais rapidement, Artémis commença à apprendre à ses jeunes comment capturer les proies naturellement présentes, marmottes, tétras, lièvres variables. C'est exactement ce que nous espérions, confirma Claire lors d'une réunion d'évaluation un mois après le transfert.
leur transition vers des proies non introduites se fait plus rapidement que prévu. Les données récoltées par les capteurs révélaient un autre développement fascinant. La famille avait établi un système de rotation pour la surveillance. À tout moment, l'un des 4 lynx occupait un point d'observation élevé, pendant que les autres chassaient ou se reposaient. Cette stratégie, jamais documentée chez des lynx sauvages généralement solitaires, maximisait leur sécurité collective. C'est comme s'ils avaient développé leur propre structure sociale, théorisa Thomas, une micro-société féline. François, venu spécialement pour cette évaluation, se montra pour une fois enthousiaste. Ces observations pourraient révolutionner notre compréhension de la plasticité comportementale des grands félins. Si des lynx peuvent développer des structures coopératives dans certaines circonstances, cela remet en question la distinction classique entre prédateurs sociaux et solitaires. Mais le véritable test restait à venir. Selon le protocole établi, après 3 mois de prélibération réussie, une section de la clôture serait ouverte, permettant à la famille d'explorer au-delà de l'enclos et potentiellement de ne jamais revenir. Cette étape cruciale déterminerait si leur adaptation au milieu naturel était complète. Alors que cette échéance approchait, l'équipe nota un changement subtil dans la dynamique familiale. Artémis commençait à encourager l'indépendance de ses jeunes, parfois en refusant de partager ses proies, d'autres fois en les repoussant délibérément lorsqu'il cherchait sa proximité. Ce comportement, parfaitement normal pour une mère lynx préparant ses petits à l'autonomie, était néanmoins difficile à observer pour l'équipe qui s'était attachée à cette famille exceptionnelle. C'est le cours naturel des choses, rappela Thomas lors d'une discussion particulièrement émotive avec Camille, qui s'inquiétait de cette apparente froideur maternelle. Elle les prépare à survivre sans elle. C'est le plus beau cadeau qu'elle puisse leur faire. À 2 semaines de l'ouverture planifiée, un événement inattendu accéléra le processus. Une tempête alpine particulièrement violente s'abattit sur la région, avec des vents dépassant les 120 km/h. Malgré la solidité de l'installation, une section de la clôture fut endommagée par la chute d'un arbre centenaire, créant une ouverture non planifiée vers le monde extérieur. L'alarme du système de sécurité réveilla l'équipe en pleine nuit. Sur les écrans de contrôle, ils purent voir Artémis inspecter attentivement la brèche, puis s'aventurer prudemment à l'extérieur. Les 3 jeunes la suivirent jusqu'à la limite, mais s'arrêtèrent, hésitant, à la frontière de leur monde connu. « Que fait-on » demanda Claire, tendue. « On colmate la brèche ou on laisse faire ?» Thomas observa intensément la scène, pesant toutes les implications de cette libération prématurée. La famille était-elle vraiment prête? Les jeunes avaient-ils développé suffisamment d'autonomie? L'hiver approchait, rendant la survie plus difficile pour des lynx inexpérimentés. « On laisse faire », décida-t-il finalement. « La nature nous offre une opportunité. Faisons-lui confiance. » Durant les heures qui suivirent, l'équipe entière resta collée aux écrans, suivant avec angoisse et fascination ce moment décisif. Artémis explora méthodiquement le territoire au-delà de la clôture, s'aventurant jusqu'à 1 kilomètre avant de revenir régulièrement vers ses petits, comme pour les rassurer. À l'aube, après plusieurs de ces allers-retours, elle émit un miaulement caractéristique, un appel que l'équipe avait appris à reconnaître comme son signal de rassemblement. Luna fut la première à franchir la brèche, suivie presque immédiatement par Rusty. Seul Lazare hésitait encore, observant l'ouverture, avec ce qui semblait être une compréhension profonde de ce qu'elle représentait. « Il sait que c'est un point de non-retour », murmura Thomas, incapable de détacher son regard de ce petit lynx qui avait défié toutes les probabilités depuis sa naissance. Puis, dans un mouvement d'une grâce fluide, Lazare franchit à son tour la frontière vers la liberté. Avant de disparaître dans la forêt à la suite de sa famille, il s'arrêta brièvement, tourna la tête vers la caméra la plus proche
et sembla fixer directement l'objectif pendant quelques secondes, comme un dernier adieu aux humains qui avaient partagé une partie de son extraordinaire voyage. Le silence qui suivit le départ de la famille pesait lourdement dans le centre de contrôle. L'équipe entière restait figée devant les écrans désormais vides, comme si la réalité de cette séparation définitive ne s'était pas encore pleinement imposée à leurs esprits. « C'est fait », dit finalement Thomas, sa voix trahissant une émotion qu'il tentait de contenir. Ils sont officiellement retournés à la vie sauvage. Claire posa une main réconfortante sur son épaule. Plus tôt que prévu, mais ils étaient prêts. Tu le sais aussi bien que moi. Ce moment marquait à la fois l'aboutissement et le commencement d'une nouvelle phase du projet. Si la réhabilitation proprement dite s'achevait, le suivi scientifique de cette famille exceptionnelle ne faisait que commencer. Heureusement, chaque lynx avait été équipé d'un collier émetteur ultra léger, spécialement conçu pour ne pas entraver leurs mouvements, tout en transmettant leur position et quelques données physiologiques de base. « Les signaux sont clairs », confirma le technicien responsable du suivi télémétrique. Il se déplace vers le nord-est, en formation groupée, à environ 3 km de l'enclos maintenant. Les jours suivants furent consacrés à l'organisation du suivi à long terme. Une équipe réduite, dirigée par Thomas et Camille, s'installa dans le centre de contrôle transformé en station de recherche permanente. Claire retourna au centre principal pour coordonner l'analyse des données et la préparation des publications scientifiques. La première semaine de liberté apporta des informations rassurantes. La famille maintenait sa cohésion tout en explorant méthodiquement un territoire de plus en plus vaste. Les données des colliers confirmaient qu'ils chassaient avec succès, leur période d'activité intense alternant avec des phases de repos typiques d'une alimentation régulière. Ils ont établi leur territoire principal à environ 8 km de l'enclos, expliqua Thomas lors d'une vidéoconférence avec l'équipe élargie. C'est une zone particulièrement riche en ongulés et bien protégée des perturbations humaines. François, connecté depuis le siège du ministère de l'Écologie où il présentait les résultats préliminaires du projet, semblait particulièrement satisfait. Les autorités sont impressionnées par vos résultats. Le ministre envisage d'étendre le programme à d'autres zones des Alpes françaises et nos collègues italiens et suisses montrent un intérêt croissant pour cette approche. La deuxième semaine apporta cependant son lot d'inquiétudes. Le signal du collier d'Artémis devint soudainement erratique avant de se stabiliser dans une zone escarpée pendant plus de 36 heures, un comportement anormal pour un prédateur habituellement mobile. « Je vais vérifier », décida Thomas, incapable de rester dans l'incertitude. Camille prépare l'équipement de terrain. L'expédition fut organisée selon des protocoles stricts d'intervention minimale. Approche discrète, observation à distance, non-interférence, sauf en cas de danger vital. Équipés de jumelles à vision nocturne et de détecteurs thermiques, Thomas et Camille passèrent plusieurs heures à gravir le sentier escarpé menant à la dernière position connue d'Artémis. Ce qu'ils découvrirent au crépuscule les laissa sans voix. Dans une anfractuosité rocheuse parfaitement dissimulée au regard, Artémis avait établi une tanière. À ses côtés, ces 3 jeunes montèrent la garde à tour de rôle, tandis qu'elle semblait concentrée sur une mise bas. « Mon Dieu !» chuchota Camille, ajustant ses jumelles pour mieux voir. « Elle est de nouveau en train d'avoir des petits. » Thomas observait la scène, stupéfait. C'est extrêmement rare qu'une femelle s'accouple si rapidement après une portée, surtout après des complications comme celles qu'elle a connues. Ils restèrent à distance respectueuse, documentant discrètement cet événement extraordinaire. À l'aube, ils purent confirmer qu'Artémis avait donné naissance à 2 nouveaux chatons. Plus étonnant encore, Rusty, Luna et Lazare participaient activement aux soins, nettoyant les nouveau-nés et apportant de petites proies à leur mère épuisée. Ce comportement aidant existe chez certains mammifères sociaux, mais c'est pratiquement inédit chez les lynx, nota Thomas dans son rapport de terrain.
nous observons potentiellement l'émergence d'une structure sociale nouvelle chez cette espèce généralement solitaire. La nouvelle de cette seconde portée électrisa la communauté scientifique. Les implications évolutives étaient fascinantes. Une famille de lynx développant des comportements coopératifs pourrait potentiellement exploiter des niches écologiques différentes, chasser des proies plus grandes, mieux protéger leur territoire contre d'autres prédateurs. Plus intriguant encore était l'identité du père de cette nouvelle portée. Les caméras de l'enclos n'avaient jamais capturé la présence d'un lynx mâle extérieur, et le timing semblait impossible. Artemis aurait dû s'accoupler pendant sa convalescence ou très peu après sa libération. Nous devrons attendre de pouvoir prélever des échantillons ADN sur les nouveaux chatons, expliqua Claire lors d'une réunion d'équipe. Peut-être lors d'une campagne de vaccination si l'opportunité se présente. Les mois suivants apportèrent une avalanche de données sans précédent sur cette famille atypique. Des caméras automatiques placées stratégiquement dans leur territoire capturaient régulièrement des images révélatrices. Les 5 lynx plus âgés se relayant pour la chasse et la garde des 2 petits derniers, des séquences de jeux intergénérationnels qui semblaient servir d'entraînement pour les plus jeunes, et même des épisodes de partage de nourriture démentant la nature supposée strictement individualiste de l'espèce. Lazare en particulier continuait de défier toutes les attentes. Devenu un jeune adulte élancé et agile, il s'était spécialisé dans un rôle unique au sein du groupe, éclaireur et stratège. Les caméras le capturaient souvent en train d'explorer de nouveaux territoires, avant le reste de la famille, ou de coordonner des embuscades complexes lors de chasses collectives. C'est comme s'il avait développé un rôle social spécifique, théorisa Camille lors d'une présentation devant un panel d'éthologues internationaux. Une spécialisation comportementale qu'on observe habituellement que chez les espèces hautement sociales, comme les loups ou les lions. Cette évolution inattendue d'une espèce traditionnellement solitaire vers des comportements coopératifs soulevait des questions fondamentales sur la plasticité comportementale et l'évolution des structures sociales chez les prédateurs. Plusieurs théories émergèrent pour expliquer ce phénomène. Était-ce le résultat des circonstances exceptionnelles de leur réhabilitation? Une conséquence de la fragilité initiale de Lazare qui avait nécessité une coopération pour sa survie? Ou peut-être une prédisposition génétique unique à cette lignée particulière? 1 an après leur libération, la famille d'Artemis était devenue le groupe de lynx le plus étudié au monde. Leur territoire, initialement d'environ 30 km², s'était étendu à près de 81 km², une superficie inhabituellement vaste pour des lynx, mais expliquée par le nombre accru d'individus partageant les ressources. Plus remarquable encore, leur impact sur l'écosystème local commençait à se faire sentir. Des études préliminaires montraient une régulation plus efficace des populations d'ongulés dans leur territoire, une réduction des dommages causés par les cervidés sur la régénération forestière, et même une diminution de la prédation par les renards sur les espèces d'oiseaux nichant au sol, les renards évitant désormais les zones fréquentées par ce groupe de lynx inhabituellement efficace. C'est un parfait exemple d'effet cascade trophique positif, expliqua Thomas lors d'une conférence internationale sur la conservation. Un prédateur apex efficient qui restaure l'équilibre de tout un écosystème. Cette réussite spectaculaire attirait l'attention bien au-delà des cercles scientifiques. Un documentaire coproduit par France Télévisions et la BBC, sobrement intitulé « La famille », suivait l'histoire extraordinaire d'Artemis et ses petits depuis leur sauvetage dramatique. Diffusé dans plus de 40 pays, il sensibilisait le grand public à l'importance des grands prédateurs et aux enjeux de leur conservation. Thomas, devenu malgré lui une figure médiatique, utilisait cette plateforme pour défendre une vision plus nuancée de la cohabitation entre humains et faune sauvage. Ces lynx nous rappellent que la nature n'est pas figée dans des catégories immuables, déclarait-il dans une interview largement reprise.
Les espèces peuvent s'adapter, évoluer, nous surprendre, si nous leur en laissons la possibilité. 2 années s'écoulèrent, riches en découvertes et en émerveillements. La famille d'Artémis, désormais composée de 7 individus après l'intégration complète des 2 derniers nés, avait non seulement survécu mais prospéré d'une façon qui défiait tous les modèles établis sur le comportement des lynx boréaux. Le jour où tout changea commença comme n'importe quel autre pour Thomas. Installé dans le petit chalet qui servait de base aux chercheurs, il analysait les dernières données télémétriques lorsque l'alarme de son téléphone retentit. Un signal de détresse émis par le collier de Lazare. « Camille !» appela-t-il immédiatement. Le collier de Lazare indique une immobilité prolongée et des constantes vitales erratiques. Localisation, secteur nord-est, près des falaises de la Bérarde. En moins de 20 minutes, l'équipe d'intervention d'urgence était en route, équipée pour toute éventualité. Matériel vétérinaire, brancard de transport spécial, médicaments et trousse chirurgicale de terrain. Thomas sentait son cœur battre douloureusement dans sa poitrine. Après tout ce temps, après tous ces succès, l'idée que quelque chose soit arrivé à Lazare lui était insupportable. Le trajet jusqu'à la zone montagneuse où se trouvait le lynx parut interminable. Les derniers kilomètres durent être parcourus à pied, à travers un terrain accidenté qui mettait à l'épreuve même les randonneurs expérimentés qu'ils étaient devenus. « Signal à moins de 100 mètres », indiqua Camille, consultant le récepteur portable qui captait les émissions du collier. Ils progressèrent avec une prudence redoublée, sachant que le reste de la famille pouvait se trouver à proximité. Thomas scrutait chaque ombre, chaque mouvement, tous ses sens en alerte. C'est alors qu'ils le virent. Allongé dans une petite clairière, Lazare gisait sur le flanc, sa respiration visiblement laborieuse. Une mare de sang séché s'étendait sous lui, contrastant violemment avec l'herbe verte printanière. Thomas s'immobilisa, évaluant instantanément la situation. Aucun signe des autres lynx aux alentours, un fait inhabituel en soi. Il fit signe à l'équipe de se positionner en demi-cercle, prête à intervenir tout en gardant une voie de retraite. S'approchant lentement, le vétérinaire parlait doucement, espérant que le son familier de sa voix pourrait apaiser le félin blessé. « Lazare, c'est moi mon grand, on est là pour t'aider. » À sa grande surprise, le lynx ne manifesta aucun signe d'agressivité ou de peur. Au contraire, il tourna légèrement la tête vers la voix, ses yeux dorés bien que voilés par la douleur, semblant reconnaître l'humain qui avait partagé les premiers mois de sa vie. L'examen initial révéla l'ampleur des blessures, une profonde lacération sur le flanc gauche, plusieurs côtes cassées et une patte arrière dont l'angle anormal indiquait une fracture ouverte. Ces blessures n'étaient pas le résultat d'un combat avec un autre prédateur, mais plutôt d'une chute, probablement depuis les falaises abruptes visibles à quelques centaines de mètres. « Il est gravement déshydraté », constata Thomas après avoir vérifié les muqueuses du lynx. « La blessure date d'au moins 48 heures. C'est un miracle qu'il soit encore en vie. » Sans hésiter, il mit en place une perfusion intraveineuse, administra des antibiotiques et des analgésiques, puis commença à nettoyer méthodiquement les plaies. Lazare, comme s'il comprenait que ces manipulations douloureuses étaient nécessaires à sa survie, restait remarquablement calme, émettant seulement occasionnellement un faible grognement quand la douleur devenait trop intense. « La fracture est complexe », annonça Thomas après un examen approfondi. « Impossible de la traiter correctement ici. Il faut le ramener au centre. » La décision était lourde d'implications. Ramener Lazare en captivité, même temporairement, risquait de compromettre sa réintégration ultérieure dans sa famille. Mais le laisser sur place équivalait à une condamnation à mort certaine. « On n'a pas le choix », conclut Camille, exprimant tout haut ce que chacun pensait tout bas. Le transport fut une épreuve pour tous. Malgré la sédation légère, chaque chaos du terrain arrachait un gémissement au félin blessé. Thomas marchait à côté du brancard,
une main posée en permanence sur le corps de Lazare, comme pour lui transmettre sa force et sa détermination. Arrivé au centre vétérinaire avancé, une équipe chirurgicale complète les attendait, alertée par radio. L'opération dura près de 5 heures, réduction de la fracture, pose de plaques en titane, suture méticuleuse des tissus déchirés, drainage des hématomes. Il s'en sortira, annonça finalement le chirurgien en chef, épuisé mais satisfait. Mais la récupération sera longue et nous ne pouvons pas garantir qu'il retrouvera une mobilité parfaite. Les jours qui suivirent furent une lutte constante. Lazare alternait entre périodes de faiblesse extrême et moments de réveil agité où son instinct sauvage reprenait le dessus, le poussant à tenter de s'échapper malgré ses blessures. Seule la présence de Thomas semblait l'apaiser, un phénomène qui fascinait et inquiétait simultanément l'équipe médicale. Une semaine après son sauvetage, alors que le lynx commençait enfin à montrer des signes d'amélioration, un événement inattendu se produisit. Les caméras de surveillance extérieure captèrent des mouvements furtifs autour du centre. Artémis et le reste de la famille avaient suivi la trace de Lazare jusqu'aux installations humaines. « C'est sans précédent », murmura Claire, observant les images en direct. Ils auraient dû abandonner un membre blessé et poursuivre leur vie. Au lieu de ça, ils le cherchent activement. Thomas prit alors une décision audacieuse. Contre tous les protocoles établis, il fit transférer Lazare, encore convalescent, dans un enclos extérieur où sa famille pourrait le voir et sentir sa présence. Des caméras furent installées pour documenter cette expérience unique. Ce qui suivit dépassa toutes les attentes. Non seulement la famille resta dans les environs, mais elle établit un campement temporaire à proximité de l'enclos. Chaque nuit, Artémis s'approchait jusqu'à la clôture, échangeant des vocalisations avec son fils blessé. Plus extraordinaire encore, les autres membres apportaient régulièrement des proies fraîches qu'ils déposaient près de la clôture. Un comportement de partage alimentaire jamais documenté chez des lynx sauvages. Ils maintiennent le lien familial, théorisa Thomas lors d'une conférence d'urgence avec l'équipe élargie, et il semble comprendre que Lazare reçoit des soins ici. Cette situation inédite offrait une opportunité scientifique exceptionnelle, mais posait également un dilemme éthique complexe. Prolonger la captivité de Lazare permettrait d'étudier plus en profondeur ses comportements familiaux révolutionnaires, mais risquait d'habituer dangereusement toute la famille à la présence humaine. Après d'intenses débats, un compromis fut trouvé. Lazare resterait en soins jusqu'à ce que sa mobilité soit suffisamment restaurée pour lui permettre de survivre, mais dans un environnement progressivement sauvagisé, avec un contact humain minimal. Parallèlement, un nouveau protocole de recherche non invasif serait mis en place pour étudier les interactions de la famille à distance. 3 mois s'écoulèrent, marqués par la lente mais constante récupération de Lazare. Sa fracture se consolidait correctement, ses plaies se refermaient progressivement et sa vivacité naturelle revenait jour après jour. Tout au long de cette période, sa famille maintint une présence discrète mais constante aux abords du centre, défiant toutes les théories établies sur le comportement des lynx sauvages. Thomas passait la majeure partie de ses journées à observer cette dynamique familiale sans précédent, consignant méthodiquement chaque interaction, chaque comportement inhabituel. Un soir, alors qu'il rédigeait ses notes quotidiennes, Claire vint s'asseoir face à lui, son expression trahissant une préoccupation profonde. « Les résultats des derniers examens sont arrivés », annonça-t-elle doucement. « La patte de Lazare a bien guéri, mais les dommages nerveux sont permanents. Il boitera toujours, et sa vitesse de course sera significativement réduite. » Thomas absorba l'information en silence. Pour un prédateur sauvage, une telle limitation pouvait signifier une condamnation à terme. Dans d'autres circonstances, nous aurions dû envisager une euthanasie ou une captivité permanente, poursuivit Claire. Mais avec cette structure familiale atypique, il peut encore avoir une place, compléta Thomas.
Sa valeur pour le groupe ne réside pas uniquement dans sa capacité à chasser. Il est leur stratège, leur éclaireur. Cette réalisation cristallisait tout ce que l'équipe avait observé au fil des années. La famille d'Artémis ne fonctionnait pas selon les règles habituelles des félins solitaires. Ils avaient développé une structure sociale complexe où chaque membre jouait un rôle complémentaire, compensant mutuellement leurs faiblesses. La décision fut prise. Lazare serait relâché, mais avec un suivi renforcé pour documenter son adaptation et la réaction de sa famille face à son handicap. Une date fut fixée, coïncidant avec une période d'activité intense de la famille dans un secteur facilement accessible. Le jour de la libération, une fine brume enveloppait les montagnes, conférant au paysage une dimension presque mystique. L'équipe s'était positionnée stratégiquement, caméras et équipements d'observation longue distance en place. La cage de transport contenant Lazare fut déposée à la lisière d'une clairière où les capteurs avaient détecté la présence récente des autres lynx. « C'est le moment », murmura Thomas en ouvrant délicatement la cage. Lazare émergea avec prudence, son instinct sauvage visiblement revenu en force après ses mois de convalescence. Sa démarche trahissait sa blessure, une légère asymétrie, une hésitation momentanée avant de poser sa patte arrière. Pourtant, il se mouvait avec une grâce adaptée, ayant appris à compenser son handicap. Le jeune lynx explora brièvement son environnement immédiat, puis s'immobilisa soudain, oreilles dressées, captant des sons imperceptibles pour les humains présents. Un miaulement caractéristique brisa le silence de la forêt, l'appel d'Artémis. Sans un regard en arrière vers les humains qu'il avait soignés, Lazare s'élança vers l'origine du son, sa démarche asymétrique mais déterminée. Thomas et Claire échangèrent un regard ému, conscients d'assister à un moment charnière dans cette histoire extraordinaire. Les retrouvailles, capturées par les caméras à distance, dépassèrent toutes leurs attentes. La famille entière accueillit Lazare dans ce qui ne pouvait être décrit que comme une explosion de joie féline, frottement de tête, ronronnement grave, comportement ludique, habituellement réservé aux chatons. Plus remarquable encore, les plus jeunes membres semblaient reconnaître Lazare, bien qu'ils aient à peine eu le temps de le connaître avant son accident. Ils lui ont parlé de lui, suggéra Camille, mi-sérieuse, mi-plaisantante. Ils ont maintenu sa place dans la hiérarchie familiale. Dans les semaines qui suivirent, l'équipe documenta méticuleusement la réintégration de Lazare. Comme il l'avait théorisé, la famille adapta sa stratégie de chasse pour accommoder son handicap. Au lieu d'être marginalisé, Lazare fut repositionné dans un rôle encore plus spécialisé, sentinelle, coordinateur, presque stratège du groupe. Les caméras capturèrent des séquences stupéfiantes de chasse coordonnée où Lazare, posté en hauteur, guidait littéralement les autres vers des proies qu'il avait repérées, utilisant des vocalisations spécifiques pour indiquer la direction, la distance, peut-être même le type de proie. C'est de la communication symbolique, s'émerveilla un éthologue invité pour analyser ces comportements. Une forme primitive de langage adapté à leurs besoins spécifiques. Ces découvertes révolutionnaires propulsèrent le projet vers une reconnaissance internationale. Les publications scientifiques s'enchaînèrent, remettant en question les théories établies sur la cognition des félins sauvages, l'évolution des structures sociales chez les prédateurs et même la définition même de l'intelligence animale. 5 ans après le sauvetage initial d'Artémis, dans ce champ où tout avait commencé, Thomas se tenait sur la crête d'une montagne, scrutant la vallée en contrebas avec ses jumelles. À ses côtés, Claire et François observaient le même spectacle extraordinaire. La famille d'Artémis, désormais composée de 12 individus répartis sur 3 générations, se déplaçait en formation organisée à travers la forêt alpine. Ils ont réécrit les règles, murmura François, dont le scepticisme initial s'était transformé en admiration profonde au fil des années.
Ils ont créé leur propre société. La famille avait en effet prospéré au-delà de toutes les prédictions. Leur territoire s'étendait maintenant sur près de 200 km, englobant différents habitats qu'ils exploitaient avec une efficacité remarquable. Plus impressionnant encore, leur influence sur l'écosystème était devenue mesurable à l'échelle régionale: régulation des populations d'ongulés, modification des schémas de déplacement d'autres prédateurs, même amélioration de la régénération forestière dans certains secteurs. Ils ont atteint une forme d'équilibre parfait avec leur environnement, observa Claire. Une niche écologique entièrement nouvelle, créée par leur adaptation sociale unique. Thomas acquiesça silencieusement, son regard fixé sur une silhouette particulière parmi le groupe. Lazare, désormais mature, sa démarche toujours légèrement asymétrique, mais sa position dans le groupe indéniablement centrale. Il avait non seulement survécu à son handicap, mais l'avait transformé en catalyseur d'une évolution comportementale sans précédent. « Savez-vous ce qui me fascine le plus dans toute cette histoire ?» dit finalement Thomas, rompant un long silence contemplatif. « Ce n'est pas tant ce que nous leur avons apporté, mais ce qu'ils nous ont enseigné. » Claire le regarda, intriguée. « Que veux-tu dire ? Quand Artémis s'est effondrée dans ce champ, il y a 5 ans, elle a fait un choix qui allait contre tous ses instincts. Elle a cherché l'aide humaine, et ce faisant, elle a déclenché une cascade d'événements qui ont transformé non seulement sa famille, mais aussi notre compréhension de son espèce, et peut-être même notre conception de l'intelligence animale. » Il fit une pause, observant Lazare qui grimpait avec agilité sur un promontoire rocheux pour surveiller les environs. « Nous pensions leur apprendre à survivre, mais ils nous ont appris à voir au-delà de nos catégories rigides. Ils nous ont rappelé que l'évolution n'est pas figée, que l'adaptation peut prendre des formes inattendues et que la coopération peut émerger dans les circonstances les plus improbables. » Ce jour-là, alors que le soleil déclinait sur les Alpes, baignant le paysage d'une lumière dorée, Thomas prit une décision personnelle importante. Après des années de dévouement à cette famille extraordinaire, il accepterait enfin le poste de direction du nouveau Centre international d'études comportementales qu'on lui proposait depuis des mois. Le moment était venu de partager les leçons d'Artémis et sa famille avec le monde, d'utiliser cette histoire exceptionnelle pour transformer la façon dont l'humanité percevait et protégeait la vie sauvage. La nuit tombait doucement lorsqu'ils entamèrent leur descente vers la vallée. En contrebas, dissimulés dans l'ombre des grands mélèzes, 12 paires d'yeux dorés suivaient leur progression, ni avec peur, ni avec agressivité, mais avec cette conscience tranquille qui semblait caractériser cette famille hors du commun. Thomas s'arrêta un instant, se tournant une dernière fois vers la forêt. Dans la pénombre, il distingua la silhouette caractéristique de Lazare, toujours en position de vigie. Leurs regards se croisèrent à travers la distance. Un bref instant de connexion entre 2 mondes habituellement séparés. Aucun mot ne fut prononcé, aucun geste échangé. Il n'y en avait pas besoin. Dans ce regard partagé, résidait la reconnaissance mutuelle de 2 êtres que le destin avait liés par des circonstances extraordinaires, chacun ayant transformé la vie de l'autre d'une façon que ni la science ni la poésie ne pourraient pleinement exprimer. Puis aussi silencieusement qu'elle était apparue, la famille de lynx se fondit dans la forêt crépusculaire, retournant à leur vie sauvage, une vie à la fois ancestrale et radicalement nouvelle, forgée dans le creuset d'une rencontre improbable entre désespoir et compassion, entre instinct et choix conscient. Tandis que Thomas reprenait sa descente, une certitude l'habitait. Où que le mène son chemin professionnel, une partie de son cœur resterait à jamais liée à ces montagnes, à cette famille, et à ce jour fatidique où une mère lynx effondrée dans un champ avait choisi de faire confiance à un humain, changeant ainsi le cours de l'histoire naturelle dans un acte de courage désespéré
qui résonnait maintenant comme une leçon d'espoir pour l'avenir des relations entre l'homme et la nature sauvage.